Donc, bonsoir à tous et puis bienvenue dans ce webinaire intitulé Comprendre la BRVM. Je suis Louis-Emmanuel, jeune entrepreneur. J'ai une agence de communication qui se spécialise sur la communication des entreprises dans le domaine de la finance, donc principalement les banques, les assurances, les SGI, SGO, SGP, tout ce qui est produits financiers. En parallèle de cela, je suis aussi auteur. J'ai écrit un livre sur la BRVM. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelque part. Maîtriser la bourse, gagner de l'argent grâce à la BRVM. Principalement, il aborde comment est-ce que vous pouvez investir à la BRVM. Donc, on explique d'abord ce que c'est que la bourse et puis ensuite, comment est-ce que vous pouvez investir à la BRVM, les stratégies et tout. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on organise ce webinaire juste question d'expliquer un peu ce que c'est que la bourse parce que bien souvent, vous voyez, dans le cadre de ce livre, en fait, j'ai une petite communauté et des questions qui me reviennent le plus souvent. Enfin, je vais dire, je me répète sur beaucoup, sur presque quasiment les mêmes questions. Comment est-ce qu'on investit? Comment est-ce qu'on investit, etc. C'est quoi la bourse? C'est quoi la BRVM? Donc, aujourd'hui, on va passer en revue ce que c'est que la BRVM et ça de façon totalement gratuite. Et je vais essayer de vous apporter le maximum d'informations en tout cas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu. Il faut juste laisser vos questions dans le chat et puis on va y répondre. Donc, j'espère que ça va pour vous comme ça. Et je vous prie aussi de bien vouloir garder vos micros coupés, à moins que je donne la parole à quelqu'un pour éviter de perturber le webinaire. Voilà. Donc, merci pour votre compréhension. Donc, comment est-ce qu'on va évoluer? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points, mais c'est pas pour dire qu'on va tellement durer dans ce webinaire. L'idée, c'est que j'ai éclaté en fait le contenu pour que ça soit le plus accessible possible. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de titres. Sinon, on va commencer par une définition simple de la BRVM. Ensuite, on va voir les actions et les obligations. Donc, quand on parle d'action, c'est quoi? Quand on parle d'obligation, c'est quoi? Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent à la BRVM? Concrètement, quand on dit que j'ai investi et que je suis en train de gagner de l'argent, comment est-ce que ça fonctionne? Et puis, bon, enfin, la rentabilité à la BRVM, c'est la rentabilité des actions et et des obligations, hein. Voilà. Donc, après, la BRVM en elle-même, voilà, le contenu et ses différents, c'est un peu d'historique, quoi. Je vais dire comment le marché est organisé et tout. Maintenant, quelques raisons pour lesquelles vous devriez songer à investir à la BRVM, on va voir ça. Puis les principaux acteurs. Donc, on a des acteurs commerciaux et puis les acteurs de contrôle, etc. Mais anyway, nous, on va voir les principaux acteurs. OK? On va voir les principaux acteurs. Après ça, on va voir les étapes pour investir. Donc, quelle est la démarche à adopter lorsque vous êtes débutant et que vous voulez investir, enfin des stratégies d'investissement, ce qui peut être assez intéressant pour quelqu'un qui démarre. Voilà. Donc, le premier point déjà, c'est quoi la bourse? Ce qu'il faut retenir de manière très simple, c'est que la bourse, c'est un marché, OK? La bourse, c'est un marché et dans ce marché-là, on échange principalement des actions et des obligations. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que la bourse est un marché? Parce que le propre même d'un marché, c'est de dire c'est un lieu. Donc, quand on parle par exemple du marché du vivrier, c'est de dire on indique le lieu où on va échanger les produits vivriers. Quand on parle du marché du riz, c'est qu'on fait allusion au lieu où on échange le riz. Donc, c'est pareil en fait pour la bourse. C'est pour ça que je vous ai mis cette illustration euh, d'un marché très commun, OK, où il y a des produits vivriers en fait. Donc, de la même manière que vous voyez ces personnes en train de s'échanger des produits vivriers, c'est de cette même manière qu'à la bourse, on s'échange des actions et des obligations. Sauf que ici, vous voyez que c'est physique, mais à la bourse, ça sera virtuel, étant donné que les systèmes sont informatisés maintenant. Donc voilà. Donc, en lieu et place des produits vivriers que vous voyez, à la bourse, ça sera plutôt des actions et des obligations. Bon, sur les marchés financiers, en général, ce sera des produits financiers, parce qu'il y a beaucoup plus de produits financiers que les actions et les obligations. Donc, c'est ça. J'espère que c'est bien compris. Donc, une fois que ça c'est dit, la question qui vient immédiatement, c'est que c'est quoi une action, c'est quoi une obligation? Alors, la différence, elle est simple. Quand on parle d'action, il faut savoir que c'est un droit de propriété. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit droit de propriété? C'est-à-dire que vous avez un document légal qui vous confère le droit de participer
je vais dire, de bénéficier des résultats de l'entreprise. En gros, vous achetez une partie de l'entreprise. Donc, pour visualiser, c'est simple. Quand on parle d'action, il faut juste vous imaginer que vous avez une entreprise, OK? Je vais activer le stylo. Donc, il faut juste vous imaginer qu'en fait, vous avez quelque chose comme ça. Excusez si je bats un peu, hein, mais après, j'aurai l'opportunité de tout effacer. Voilà. Donc, considérez que le rectangle dans son ensemble, c'est l'entreprise, OK? Mais l'entreprise en elle-même, elle est constituée de plusieurs actions. Donc, si l'entreprise, ici dans le cas, ça fait 9 petits carreaux, on va dire ça comme ça, dans ce grand rectangle-là. Donc, il y a une action, 2, 3, 4, 5, 6, OK, 7, 8 et 9. Donc, dans le cas là, on considère que c'est une entreprise qui a 9 actions. OK? Donc, ces petits compartiments-là, chaque compartiment peut être attribué à une personne. Donc, quand on dit que vous achetez une action, c'est comme si vous achetez une petite partie de l'entreprise de cette façon-là. Donc, quand vous achetez l'action, vous bénéficiez en retour de ce qu'on appelle les dividendes. Alors, c'est quoi les dividendes? Les dividendes, ce sont c'est une partie du bénéfice que l'entreprise décide de vous reverser en tant qu'investisseur, donc en tant qu'actionnaire. OK? À contrario, les obligations, c'est quoi? Une obligation, c'est un titre de créance. Quand on parle de titre de créance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, on vous doit de l'argent. Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, donc cette personne vous doit de l'argent. Donc, ce quelqu'un, ça peut être une personne physique ou une personne morale. Entendez par là les entreprises, l'État et toute autre personne intéressée ou une institution internationale intéressée qui peut en fait demander un crédit par le biais de la BRVM. C'est ce qu'on appelle une émission d'obligation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, moi, institution, si j'estime que j'ai besoin d'argent et que je ne veux pas avoir recours à des moyens classiques ou même que je trouve que le marché financier régional est un peu plus avantageux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais suivre la démarche requise par l'AMF. Bon, enfin, je vais dire l'autorité des marchés financiers, donc ce qu'on appelle l'AMF-UEMOA, qui est l'organe chargé de réguler tout le marché financier de l'UEMOA. Et en fait, je vais suivre les démarches qui sont requises pour pouvoir émettre des obligations. Et donc, ces obligations-là, si vous les achetez, c'est comme si vous me prêtez de l'argent. L'argent que vous utilisez pour acheter, je les prends. Et moi, en retour, je dois vous rembourser cet argent avec des intérêts. Donc, comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur une obligation? On gagne de l'argent sur une obligation par le biais des intérêts. Voilà. Donc, je vais activer mon pointeur. Je crois que c'est assez clair. Si je dois me résumer, il faut juste comprendre qu'une action, c'est un droit de propriété. Pour la personne qui a demandé si la réunion est enregistrée, oui, c'est enregistré. Donc, pour l'action, c'est un droit de propriété. Vous participez de l'entreprise. Vous êtes considéré comme propriétaire de l'entreprise, d'une partie de l'entreprise en tout cas. Donc, on vous rémunère avec une partie des bénéfices réalisés par l'entreprise qu'on appelle dividende. Maintenant, étant donné qu'on est en bourse et que la valeur de l'action peut augmenter en fonction de l'offre et de la demande, vous pouvez gagner aussi via les plus-values. Et de l'autre côté, les obligations, c'est un titre de créance. C'est comme si vous prêtez de l'argent à l'institution qui émet les obligations et vous pouvez bénéficier en retour des intérêts. Bon, enfin, on dit intérêts, mais en général, vous bénéficiez de ce qu'on appelle les coupons. Les coupons, c'est ce que vous recevez à chaque échéance de l'obligation. Donc, j'espère que ça, c'est déjà clair. Maintenant, la rentabilité sur les actions et les obligations. Donc, une fois que ça c'est dit, pour résumer très simple, si vous devez gagner de l'argent sur le marché financier de l'UEMOA, donc ce qu'on appelle la BRVM, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous allez avoir des plus-values réalisées sur les actions. Donc, ces plus-values-là, c'est quoi? C'est que vous avez acheté l'action à un certain prix et puis, quelques temps plus tard, ça a augmenté. Donc, si vous achetez, par exemple, à 1000 francs CFA et qu'après, l'action passe à 1500, vous avez réalisé un bénéfice de 500 francs, donc 50%, ce qu'on appelle les plus-values sur les actions. Après, vous pouvez avoir de l'argent grâce aux dividendes, OK? Donc, c'est que en fin d'année, l'entreprise va faire ce qu'on appelle un projet d'affectation du résultat. C'est-à-dire, on a eu l'exercice, on a fini l'année, on a réalisé un bénéfice et nous, on veut partager en fait ce bénéfice. Donc, il y a une partie qui va partir en report à nouveau, c'est-à-dire qu'on décide de garder pour nos projets futurs. Il y a une partie qu'on va mettre en réserve parce que l'État peut dire, vous devez, quand vous finissez votre bénéfice, vous devez garder une partie obligatoirement, ce qu'on appelle les réserves légales.
Il y a aussi des réserves qui viennent des statuts, ce qu'on appelle les réserves statutaires. C'est que dans les statuts de l'entreprise, on dit on doit garder une partie de l'argent, un pourcentage du bénéfice. Voilà. Donc, les réserves statutaires, donc on finit de prendre tout ça, le reste de l'argent, on va distribuer ce qu'on appelle on peut décider de distribuer comme on peut ne pas décider de distribuer. Mais moi, je prends le cas où on distribue ce qu'on appelle les dividendes. Donc, c'est un peu ça. Et puis après, pour les obligations, vous bénéficiez de ce qu'on appelle les coupons. Donc, les coupons, c'est que on va appliquer le taux d'intérêt sur le montant sur la valeur que vous avez en obligation. OK? Donc, ce que vous allez percevoir à la date d'échéance, c'est ce qu'on appelle les coupons. Donc, j'espère que ça aussi, c'est clair. Donc, si c'est clair, on va avancer. Donc, la BRVM maintenant, pour être clair sur ce marché, c'est quoi? Donc, BRVM, c'est un sigle qui signifie Bourse régionale des valeurs mobilières. Je crois que j'en ai déjà dit, j'en ai déjà parlé. Et il faut juste savoir que ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, c'est la bourse des pays de l'UEMOA, donc 8 pays. Actuellement, nous avons 47 sociétés cotées. Donc, là, il y a la Loterie nationale du Bénin qui vient de faire son entrée sur ce marché. Donc, c'est ça. Même s'il y a beaucoup plus d'entreprises qui viennent de la Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est le pays, c'est un marché qui est commun aux 8 pays et ça a été créé, contrairement peut-être à ce que vous pouvez croire, il y a longtemps que la BRVM existe, donc depuis 1996, sauf que les activités ont effectivement démarré en 1998. Il n'y avait pas assez d'infrastructures, mais ces dernières années, il faut juste saluer les efforts du directeur général de la BRVM. Il y a beaucoup d'efforts de modernisation et de standardisation internationale. Donc, ce qui fait que c'est très intéressant maintenant. Donc, voilà. Et il faut dire quoi? Bon, juste, c'est la bourse unique de valeurs mobilières en Afrique de l'Ouest francophone, hein. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a pas une bourse pour la Côte d'Ivoire, il n'y a pas une bourse pour le Bénin, il n'y a pas une bourse pour le Mali, par exemple. Donc, c'est les 8 pays de l'UEMOA ont en commun la BRVM. C'est justement pour ça qu'on dit bourse régionale. C'est pour la sous-région. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut investir à la BRVM? Principalement pour la rentabilité, hein, si on veut être clair. Voilà. Donc, si je veux être terre à terre, il faut investir à la BRVM pour gagner de l'argent. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il en ressort? Pourquoi est-ce qu'il y a de la rentabilité à la BRVM? Parce que regardez là, euh, en Côte d'Ivoire, par exemple, l'inflation est autour de 3,7%. Donc, pour les personnes qui ne sont pas familières avec les thèmes économiques, l'inflation, c'est quoi? C'est comment est-ce que évolue le niveau général des prix des biens dans un pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que si on considère les prix, quand on dit que la vie est chère, c'est dû à quoi? Voilà, justement, c'est l'inflation qui permet de mesurer et de savoir si la vie est chère ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que, qui est écrit sur mon PowerPoint là? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, on dit que l'inflation a augmenté de 3,7%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose, donc de façon générale, hein, s'il y a un bien qui coûtait, s'il y a un bien qui coûtait 100 francs, maintenant, pour acheter ce bien-là, vous devez avoir 103,7 francs. C'est ce que ça veut dire. Donc, le prix a augmenté de 3,7%. Donc, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand vous partez dans les comptes d'épargne classiques, OK, dans les banques, que vous partez ouvrir un compte d'épargne, on vous dit que ça sera rémunéré et qu'on va vous payer de l'argent dessus. Sauf que c'est faux. Bon, pas que c'est faux, mais c'est qu'on va vous donner un taux qui est autour de 3,5%. Donc, c'est 3,5%. Quand vous comparez à l'inflation, vous voyez que déjà, l'inflation est au-dessus de ces 3,5%. Mais aussi, en plus, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que dans ces 3,5%, il y aura des frais à déduire, OK? Donc, il y aura beaucoup de frais à déduire, des impôts, etc. Donc, en tout cas, moi, je prends 3,5% pour les besoins théoriques de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Alors que ici, si vous regardez du côté de la BRVM, donc ici, j'ai pris le cas du BRVM composite. Le BRVM composite, c'est quoi? C'est un indice. Un indice, c'est quoi? C'est un panier de biens. Donc, disons que dans le BR, quand vous arrivez sur le marché financier de l'UEMOA, il y a plusieurs entreprises. Si on veut mesurer comment est-ce que le marché évolue globalement, il y a une mesure qui nous permet qui nous permet d'évaluer cela. C'est ce qu'on appelle le BRVM composite. Donc, il y a un indice qui compose l'ensemble des valeurs cotées à la BRVM. Et cet indice-là, lui, il a un taux, bon, il a une évolution moyenne de 8,5%. Quand je dis évolution moyenne, ce n'est pas seulement les plus-values, mais on prend en compte, ça, c'est le taux de rentabilité. Lui, il prend en compte les dividendes payés par les entreprises et les,
les plus-values réalisées. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, si vous devez gagner de l'argent, ça sera soit sur les plus-values, soit sur les dividendes payés par les entreprises. Donc, l'ensemble nous permet d'avoir un taux de rentabilité qui est situé autour de 8,5% l'année. Donc, ça, dans ça, il faut voir qu'il y a des entreprises qui baissent énormément. Il y a des entreprises qui ne payent pas de dividendes et il y a des entreprises qui évoluent à la hausse et il y a des entreprises qui payent les dividendes. Donc, on combine tout ça, on a quelque chose de positif, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, une fois que ça c'est dit, ça peut nous paraître insignifiant. Mais en fait, si on est à 8,5%, si on combine avec toutes les entreprises qui baissent et qui augmentent, imaginez quelqu'un en fait qui a une stratégie, une bonne stratégie et qui ne fait que sélectionner les meilleures entreprises. Donc, celles en fait qui apportent le verre au BRVM Composite. Donc, lui, en fait, il est à même de réaliser des performances qui sont bien au-delà de 10% l'année. En tout cas, s'il s'applique bien. C'est ce que je veux dire. Donc, maintenant, une fois qu'on a ces chiffres, qu'est-ce qu'on en fait? Regardez, si on prend sur une période de 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je vous ai pris juste le cas de janvier 2021 à janvier 2024, ce qui fait 3 ans. On va voir ce qui se passe. Donc, entre janvier 2021 et janvier 2024, vous voyez bien que l'inflation a augmenté le taux d'inflation, il est de 14,20%. Donc, ça veut dire que les prix des biens, de façon générale, ont augmenté de 14,20%. OK? Maintenant, vous voyez de l'autre côté que le BRVM Composite, lui, avec son taux de rentabilité, il arrive à 83,99%. Bon, à 98,19% d'abord. Alors que si vous aviez investi sur un compte d'épargne, vous auriez réalisé sur ces 3 années. Bon, je dis investir. Si vous aviez déposé votre argent dans un compte d'épargne, voilà, c'est le bon vocabulaire à utiliser. Donc, si vous aviez déposé votre argent sur un compte d'épargne, vous seriez à quoi? À 10,80% de taux de rentabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, il faut déduire l'inflation, étant donné que les prix des biens augmentent. Donc, en réalité, quand on corrige avec l'inflation, une personne qui dépose son argent sur un compte d'épargne perd de l'argent. Son argent aura diminué de moins 3,80%. Alors que quelqu'un qui investit sur la BM, bon, c'est vrai, également, on est à la BRVM, mais il faut corriger aussi avec l'inflation. Donc, sur cette période-là, si on corrige les 98,19% avec l'inflation, on se retrouve avec 83,99%. Donc, on est autour de 84% de taux de rentabilité, ce qui est intéressant quand même hein, sur 3 années. Donc, toujours dans la même démarche, après avoir parlé de rentabilité, il faut savoir qu'à la BRM, on a 46 sociétés cotées. Donc, ce qui représente une belle opportunité de diversification. Voilà. Donc, quand on parle de diversification, c'est quoi? C'est le fait de ne pas mettre ses yeux dans le même panier, comme on dit. Donc, vous avez jusqu'à 46 sociétés, plusieurs secteurs d'activité. J'ai oublié le nom, mais je crois qu'on est autour de 7 secteurs d'activité à la BRVM. Donc, ce qui est assez intéressant, et surtout, vous allez me dire, mais la BRVM n'est pas le seul marché financier. Pourquoi moi, je dois choisir la BRVM plutôt que d'investir, par exemple, sur le Nasdaq ou Euronext, etc. Donc, pourquoi la BRVM et pas les marchés internationaux, les grands marchés internationaux, même si la BRVM aussi est un marché international? Parce que, en fait, à la BRVM, vous bénéficiez d'une protection en tant qu'investisseur débutant que vous n'avez pas sur ces marchés. À la BRVM, il y a des seuils que vous ne pouvez pas franchir. Donc, en une journée de cotation, vous ne pouvez pas perdre plus de 7,5% de votre capital. Voilà, donc il y a des limitations en fait qui font que vous, en tant qu'investisseur, vous êtes protégé. Euh, Contrairement à des marchés où vous pouvez perdre jusqu'à je ne sais pas combien de pourcents. Ici, vous êtes limité à 7,5%. Mais bon, ça va dans le 205. Autant vous ne pouvez pas perdre jusqu'à 7,5%, autant vous ne pouvez pas gagner au-delà de 7,5% en une journée de cotation, je vais dire. Donc, c'est un peu ça. Donc, je trouve que la BRVM est un marché assez stable et facile pour les personnes qui débutent, ce qui fait que, voilà, c'est une belle opportunité, quoi. Bon, c'est vrai qu'on est en train d'aller vers une complexification avec de nouveaux produits qui seront bientôt sur la BRVM. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a une démarche en cours qui va consister à admettre comment on appelle ça, des produits immobiliers sur la BRVM. Donc, en gros, ça sera un peu comme des financements participatifs. Donc, vous serez à la BRVM, vous allez pouvoir acheter
investir dans des projets immobiliers. Et ça aussi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui veulent investir dans l'immobilier, mais ils ne savent pas comment faire. Donc, il y a des grands projets immobiliers. Évidemment, avant d'être coté à la BRVM, ces entreprises qui ont ces projets vont suivre une démarche, ce qu'on appelle les FCPI, hein, les fonds communs de placement en immobilier. Donc, et ces entreprises-là vont suivre en fait une bonne démarche, ça sera bien vérifié par l'AMF et vous, en tant qu'investisseur, vous aurez bien confiance en ces entreprises avant de leur donner votre argent. Et ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressant. Donc, je crois que le marché est vraiment en train de se dynamiser. Donc, je crois que c'est le moment, quoi. Maintenant, les acteurs. Alors, il y a plusieurs acteurs. Nous n'allons pas voir tous les acteurs dans ce webinaire pour la simple et bonne raison que ce n'est pas forcément utile pour vous. Mais ici, je vous ai mis les principaux acteurs, les acteurs indispensables pour vous en tant que débutant que vous devriez connaître. Bon, pas forcément en tant que débutant, peut-être qu'il y a des personnes très avancées parmi nous, mais je vais juste dire, en tout cas, ce qui est essentiel à connaître, les voici. On a d'abord bon, j'ai mis les intervenants, mais j'aurais dû mettre les intervenants commerciaux. Les intervenants, quand j'ai mis les intervenants là, il faut voir en termes d'investisseurs et des émetteurs. Bon, pas forcément des intervenants comme parce que les intervenants commerciaux sont avec les SGI ici, mais je vais dire, j'ai mis les intervenants pour indiquer à la fois les personnes qui viennent investir, donc les investisseurs, et les émetteurs. Quand je parle d'émetteurs, c'est à la fois les États et les entreprises qui viennent pour vendre des obligations et aussi les entreprises qui se font coter. Ce sont ces entreprises-là qu'on appelle émetteurs. Donc, ici, en termes d'intervenants, vous avez deux types d'acteurs. Vous avez de l'autre côté, vous avez d'un côté les personnes, les investisseurs, donc vous et moi, et les entreprises qui investissent, donc les fonds de pension, les assurances et tout ça. Donc, maintenant, les SGI. Bon, j'ai mis que les SGI, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les SGI. Ici, principalement, c'est ce qu'on appelle les intervenants commerciaux maintenant. Voilà. Donc, mais vous, si vous voulez investir, principalement celles dont vous aurez besoin, je vais dire ces entreprises dont vous auriez besoin, ce sont les SGI. Donc, les SGI, c'est quoi? Ce sont les sociétés de gestion et d'intermédiation. C'est par elles que vous allez passer pour investir. Donc, si vous voulez investir à la BRVM, vous n'allez pas vous déplacer comme quelqu'un me l'a demandé. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, oui, mais je veux partir à la BRVM pour aller investir. Non, mais en fait, vous n'allez pas partir à la BFM pour aller investir. Vous allez partir dans une banque qu'on appelle Société de gestion et d'intermédiation. Et c'est à cette banque-là que vous allez vous adresser. Et c'est elle qui va vous créer un compte qu'on appelle un compte titre. Et c'est ce compte-là que vous allez utiliser pour investir à la BRVM. Maintenant, la BRVM elle-même. La BRVM, ça désigne à la fois le marché régional et aussi une entreprise de droit privé. Voilà. Donc, en même temps que la BRVM désigne le marché, ça désigne aussi une entreprise de droit privé. Donc, c'est une SA, sauf que c'est détenu par les États membres de l'UEMOA. Donc, cette SA, elle fait quoi? Elle a une mission, bon, pas une mission, elle a plusieurs rôles. Je ne vais pas donner sa mission, mais je vais donner ses rôles. En tout cas, c'est d'organiser le marché. Donc, elle se charge de l'organisation, de la cotation et de la promotion du marché financier. OK? Donc, le siège de la BFM que vous allez voir au plateau, c'est le siège de cette SA et donc qui a des employés qui travaillent comme une entreprise de droit privé. Donc, comme je vais dire quoi, les entreprises, je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire de publicité gratuite, mais les SA que vous connaissez, la BFM fonctionne exactement comme ces SA avec conseil d'administration, un PCA, etc. Donc, cette entreprise, elle se charge tout simplement d'organiser le marché, de faire les cotations et de faire la promotion. Maintenant, derrière la BRVM, il y a une entreprise qui est beaucoup moins connue, qui n'est pas moins importante quand même aussi, qui est le DCBR. Le DCBR fait quoi? C'est quoi? Quand on dit DCBR, ça veut dire dépositaire central banque de règlement. C'est quoi son travail? Eh bien, le DCBR se charge tout simplement de centraliser les ordres et de faire de la conservation et de faire le règlement livraison. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour aller en termes simples, pour ne pas vous compliquer la tâche, le DCBR se cache derrière la BRVM pour s'assurer que quand une personne achète une action, cette action va effectivement dans son compte titre et que l'argent qu'elle a utilisé pour acheter l'action va effectivement chez la personne qui a vendu l'action.
quand une entreprise vend une obligation, le DCBS se charge de s'assurer que l'argent qui a été utilisé pour acheter l'obligation va effectivement chez l'entreprise qui a acheté l'obligation et que le titre de créance de l'obligation va chez la personne qui a acheté l'obligation. Donc, c'est un peu ça. On peut rentrer dans d'autres rôles qui sont assez complexes, mais si vous comprenez ça de cette manière, je trouve que c'est assez intéressant et c'est assez simple. Maintenant, tous ces acteurs-là sont chapeautés par ce qu'on appelle l'AMF UMOA. UMOA, pardon. Bon, parce que ici, on est sur le marché financier, donc on considère uniquement l'union monétaire, pas l'union économique. Donc, c'est pour ça que c'est UMOA, pas UEMOA. Donc, c'est plus union économique, mais c'est union monétaire ouest-africaine. Donc, tout ça est supervisé par l'AMF UMOA, qui en fait est l'organe de contrôle et de régulation. Donc, qu'est-ce que l'AMF UMOA va faire? C'est un peu comme le gendarme du marché financier régional. Donc, ils vont se charger de s'assurer que tout cela travaille dans les règles. OK? Ils vont s'assurer que tout cela travaille dans les règles. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si vous voulez investir à la BRVM, comment vous allez procéder? Eh bien, c'est simple. D'abord, vous allez choisir une SGI. Vous allez choisir une SGI. Comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas courir, aller à la BRVM, aller voir les agents, les personnes, les employés de la BRVM et dire que bonjour, je m'appelle tant, je suis venu pour investir à la BRVM. Non. Vous allez vous adresser à une SGI. Et pour vous adresser à une SGI, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, c'est très simple. Je crois que je peux vous retrouver très rapidement les entreprises agréées, donc les banques SGI agréées. J'essaie de retrouver sur le site de la BRVM, juste pour vous montrer où est-ce que ça se trouve. Voilà, donc je vais vous partager ça pour qu'on puisse voir ensemble. Donc là, je suis sur le site de la BRVM, ok, brvm.org. Donc quand j'arrive sur le site, regardez. Dans les menus ici, vous allez voir courtier, entre parenthèses, SGI. Donc, cliquez simplement dessus et vous allez voir, bon, il y a une définition et tout. Et puis ici, vous regardez, voilà, il y a les SGI qui sont là. Donc, il y a quoi? ABCO Bourse, ça c'est quoi? Au Sénégal, pardon, hein. Voilà. Donc, il y a ABCO Bourse au Sénégal et puis AGI. Ils n'ont pas mis le pays. Atiwajari. Ah, ok. Ça, c'est Atiwajari, ça c'est la cible. Il faut savoir qu'en fait, les SGI sont principalement des filiales de grands groupes bancaires. Voilà. Donc, en général, c'est ça. Quand les banques que vous voyez, en général, ont une filiale SGI. Parce que, en général, ce sont les banques qui ont cette facilité de pouvoir créer des SGI. Donc, c'est simple. Si vous voulez choisir, il faut juste choisir votre pays en haut ici, Côte d'Ivoire. Voilà, là maintenant, vous avez les SGI qui sont agréés en Côte d'Ivoire. Donc, c'est simple. Chaque fois quand j'indique ce lien à des personnes, je ne sais pas, les personnes se mélangent, me reviennent chaque fois me poser des questions. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est assez clair quand même. Vous arrivez là, vous cliquez sur Côte d'Ivoire et là, vous allez choisir votre SGI. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas faire de public de SGI parce que ce webinaire n'est sponsorisé par personne. Donc, c'est à vous de voir quelle banque vous convient le mieux. Il suffit juste de regarder là. Vous prenez juste le mail, soit vous prenez le mail, soit vous contactez le service client via ces numéros qui sont ici. Si vous contactez le service client et qu'il n'y a pas de réponse, il faut juste faire un mail. OK? Vous prenez ce mail, vous écrivez, vous donnez votre nom, vous dites que vous écrivez en vue d'ouvrir un compte titre. Voilà, là, ils vont vous répondre. Super. Donc, si ça c'est noté, on va revenir à notre présentation. Choisir une SGI. Après, quand vous finissez de choisir la SGI, il faut contacter la SGI pour demander l'ouverture d'un compte titre. Voilà. Donc, le compte titre, c'est quoi? Il faut juste comprendre que c'est le compte dans lequel vous pouvez garder des valeurs mobilières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un compte dans lequel vous pouvez mettre des actions et des obligations. Donc, si on prend l'exemple du marché, quand vous partez au marché, en général, vous avez un sac ou un panier dans lequel vous pouvez mettre tout ce que vous achetez. Et bien, c'est pareil. Pour aller sur le marché financier de l'UEMOA, le sac dont vous avez besoin pour partir, ça sera le compte titre. Et c'est dans ce compte titre que vous allez mettre vos actions que vous achetez, vos obligations que vous achetez et aussi votre rémunération qu'on vous donne, par exemple les dividendes, les coupons, etc. Donc, c'est un peu ça, le compte titre. Donc, si vous n'avez pas de compte titre, vous ne pouvez pas investir à la BRVM. Après avoir
fini avec le compte titre, il va falloir choisir les actifs. Donc, si vous avez fini d'ouvrir votre compte, vous n'allez pas vous asseoir là et puis l'argent va pleuvoir. Parce que c'est que la première étape en fait. Donc, quand vous avez fini d'ouvrir le compte, maintenant, il va falloir analyser et choisir les actifs sur lesquels vous voulez investir. Donc, il y a plusieurs actions. Comme je vous ai dit, il y a 47 sociétés cotées à la BRVM. Donc, c'est à vous de, maintenant de décider. Est-ce que vous voulez investir sur Orange? Est-ce que vous voulez investir sur Sonatel, Onatel, Palmsy, voilà, il y a beaucoup d'entreprises. C'est à vous de voir, d'analyser. En termes d'obligations, est-ce que vous voulez investir sur des obligations de l'État du Mali? Est-ce que vous voulez investir sur des TPCI, donc les obligations de trésor public de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voulez investir sur des obligations, parce que maintenant, il y a un nouveau style d'obligation, les obligations d'énergie renouvelable. Et souvent, ce sont des obligations des obligations défiscalisées, c'est le mot que je cherchais, voilà. Ce sont des obligations défiscalisées, ce qui veut dire que les coupons que vous allez recevoir sur ces obligations-là ne seront pas imposés. Donc, il y a des personnes qui trouvent ça assez intéressant et qui vont investir sur ces obligations. Bon, ça, c'est à vous de voir. Donc, maintenant, une fois que vous avez analysé ces obligations et ces actions, il faut passer des ordres d'achat sur ces actifs. Donc, un ordre d'achat, c'est très simple parce que quand vous allez vous adresser à votre SGI et que vous allez finaliser l'ouverture de votre compte titre, cette SGI va vous communiquer des identifiants de connexion à une plateforme de trading. Comme je vous l'ai dit, le marché, il est virtuel. Étant donné que le marché, il est virtuel, euh, ce sont des identifiants que vous allez utiliser pour aller sur le marché. Donc, ces identifiants-là, quand vous allez les utiliser pour vous connecter à votre plateforme de trading, vous allez voir maintenant les actions et les obligations qui sont disponibles. Et là, vous allez pouvoir acheter ces actions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la BRVM, on ne peut pas faire de vente à découvert, pour l'instant en tout cas. Donc, la vente à découvert, c'est quoi? C'est que vous vendez une action que vous n'avez pas, ou bien, ouais, bon, en général, c'est sur les actions. Donc, c'est de dire, vous vendez une action que vous n'avez pas. C'est quoi, comment est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire, moi, je viens, normalement, le cas le plus simple, c'est quoi? C'est que je viens à la BRVM, j'ai de l'argent, j'achète une action et j'attends. Si l'action réalise une plus-value que je suis satisfait, que j'ai envie de vendre, je vends l'action. OK? Maintenant, il y a le raisonnement inverse où j'arrive, je vois une action selon moi, va baisser. Donc, si selon moi, l'action va baisser, je ne peux pas acheter l'action. Mais la vente à découvert te dit, tu peux vendre même si tu n'as pas. Donc, tu vends et puis après, tu achètes quand le prix baisse. Mais si on veut avoir le raisonnement, c'est quoi? Disons que quelqu'un, par exemple, a ce stylet, OK? Une personne a ce stylet et ce stylet, en fait, pour la personne, c'est le prix de ce stylet va baisser. Donc, si je suppose que le prix du stylet va baisser, qu'est-ce que je fais? Je vais vendre maintenant, je vais utiliser le prix actuel. Donc, ce prix actuel, je vais vendre à ce prix, au prix actuel. Donc, je vais dire par exemple à quelqu'un, si je suppose que le prix va baisser, mais c'est dans 3 mois que ce prix va baisser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir quelqu'un qui a besoin du stylet et je vais dire, mon frère, je sais que tu as besoin de ce stylet, achète-le maintenant au prix du marché. Et si je lui dis d'acheter actuellement au prix du marché, la personne ne va pas se fâcher. Si c'est 5 000 francs maintenant, la personne va accepter d'acheter à 5 000 francs. Sauf que moi, je sais qu'en âme et conscience, dans 3 mois, le prix va passer à 2 000 francs. Donc, je vends le stylet à la personne à 5 000 francs. Mais je dis, tu achètes aujourd'hui, mais c'est dans 3 mois, je vais te livrer. Comme moi, je sais que dans 3 mois, le prix va baisser. Dans 3 mois, maintenant, quand le prix a baissé sur le marché, moi, j'achète maintenant à 2 000 et je viens livrer la personne. Dans l'idéal, c'est comme ça que la vente à découvert s'explique de façon pratique. Mais comme on est sur des systèmes informatisés, quand vous arrivez, vous voyez juste un bouton, vous cliquez sur vendre et ça passe. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas de vente à découvert à la BMM, c'est juste pour expliquer le concept, mais c'est un peu ça. Maintenant, les stratégies d'investissement. Bon, pour parler de stratégie, avant de parler de stratégie, il faut d'abord définir son horizon d'investissement, OK? Ça, c'est très important parce que quelqu'un qui décide d'investir sur le court terme ne va pas investir de la même manière que quelqu'un qui envisage d'investir sur le long terme. Donc, sur le court terme, il est idéal de privilégier les actions à fort potentiel de croissance. Donc, vous allez investir sur des actions qu'on dit un peu plus volatiles, OK? Voilà, donc vous allez regarder les actions dont les prix évoluent un peu plus rapidement que des actions qui sont stables. Sur le moyen terme, vous allez investir sur des actions de croissance stable. Donc, vous allez regarder les actions dont les prix ne varient pas trop. Et puis, vous allez
privilégier les obligations moyen terme, OK? Et puis pour le long terme, bon, vous allez privilégier les actions qui ont un haut rendement. Quand on dit les actions à haut rendement, c'est quoi? C'est les entreprises qui ont l'habitude de payer des dividendes qui sont assez intéressants. Voilà. Donc, un dividende intéressant, la BRVM, c'est quoi? C'est un dividende qui va aller de 8% hein, de rendement jusqu'à quoi? Jusqu'à 15%, 14-15% de rendement, quoi. Et les obligations long terme. OK? Donc, les obligations long terme en général ont un taux d'intérêt qui est proche des 7%. Donc, 7% l'année. OK? Donc, en général, c'est 6,5%, 7% l'année. OK. Maintenant, de façon pratique, si vous voulez investir, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, je crois que j'en ai assez parlé. Il suffit juste de vous adresser à une SGI et d'ouvrir un compte titre. Après, pour être pratico-pratique, c'est pas tout le monde qui a déjà de l'argent de côté pour investir. C'est pas tout le monde qui a, je sais pas moi, 1 million, 2 millions, quelque chose, ou bien 500 000, 100 000 pour investir tout de suite. Mais vous pouvez procéder par une épargne progressive. Donc, si vous affectez un certain pourcentage, ici, moi j'ai mis 15%, parce qu'en général, il est recommandé d'épargner 20% de ses revenus mensuels au moins. Mais comme les Ivoiriens aiment bien le PAYA, on ne sait jamais. Donc, je suppose qu'il y a 5% de PAYA dedans avant d'épargner. Donc, il va rester 15% de salaire que vous allez euh, mettre pour investir. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez mettre 15% de vos revenus mensuels de côté. Et puis, vous allez investir. Bon, si vous êtes sur le long terme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez privilégier les obligations. Bon, pas forcément. Vous allez privilégier d'abord les actions à haut rendement. Donc, vous allez fouiller dans la liste des entreprises cotées à la BRVM, voir ces entreprises-là qui ont les meilleurs rendements, donc qui payent les dividendes les plus élevés. Et puis, enfin, dans l'historique, quoi. Voilà, vous regardez les 3 dernières années, quelles sont les entreprises qui ont payé les dividendes là, assez intéressants. Et puis, c'est sur ces entreprises-là que vous allez investir. Et puis, vous attendre à ce que, parce que l'idée, c'est quoi? C'est que de par la structure de leur secteur d'activité, il y a certaines entreprises qui, pour nous, sont parties pour réaliser des bénéfices assez intéressants sur plusieurs années à venir et avec des dividendes assez intéressants. Donc, pour pas faire de publicité, hein, il y a des secteurs, par exemple, quand vous prenez le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire, on sait que c'est la CIE qui est distributeur et qui bénéficie d'un quasi-monopole. Donc, où on sait que la CIE n'est pas partie pour faire faillite ou bien pour quitter la Côte d'Ivoire dans les prochaines années. Donc, c'est une entreprise stable, OK, qui peut entrer dans une stratégie de long terme. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, les obligations aussi de long terme, une obligation, c'est-à-dire les obligations qui vont aller de 5 jusqu'à 10 15 ans. Voilà, donc sur ces obligations-là aussi, si vous avez beaucoup d'argent, de cash à immobiliser, parce que je dis ça parce qu'en général, les obligations, ce sont les fonds de pension qui aiment bien les obligations, mais on ne sait jamais en tant que particulier, si vous avez beaucoup d'argent à immobiliser, c'est tout à fait possible. Et après, il faut faire un suivi. Voilà, le suivi, il est très, très important en tant que... euh, pardon, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message, donc ça m'a un peu déconcentré. Donc, le suivi, il est très important pour pouvoir savoir où est-ce que on va, quoi. Parce que si vous mettez votre argent quelque part, il est important de suivre pour savoir qu'est-ce que ça donne. Donc, maintenant, tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut choisir des valeurs. Maintenant, si vous devez choisir des valeurs, comment est-ce qu'on fait pour choisir des valeurs et comment est-ce qu'on fait pour savoir si telle valeur est bonne ou pas? Bah, c'est simple. C'est simple et c'est pas simple. Mais bon, enfin, c'est simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord analyser l'actualité des entreprises et leurs perspectives de croissance. Pourquoi je dis que c'est simple et c'est pas simple? Euh, c'est simple dans la mesure où c'est pas aussi compliqué que vous pouvez le penser, mais ce n'est pas simple dans la mesure où c'est pas euh, ou dans la mesure où c'est pas facile comme vous pouvez le penser aussi. Voilà. Donc, faut juste savoir comment ça fonctionne et avoir un peu de concentration, c'est tout. Donc, analyser l'actualité des entreprises et leurs perspectives de croissance, c'est quoi? C'est que hum, voilà. Donc, un exemple assez concret. L'année passée, il y a eu la CAN en Côte d'Ivoire. Avant qu'il n'y ait la CAN en Côte d'Ivoire, on savait qu'il y allait avoir la CAN en Côte d'Ivoire. Maintenant, quelqu'un qui investit à la BRVM, qu'est-ce qu'il se dit? Il va avoir la CAN en Côte d'Ivoire. Quelles sont les entreprises qui vont bénéficier
de cet événement ou bien quel sera l'impact économique hein, de cet événement sur le chiffre d'affaires de telle ou telle entreprise. Voilà. Donc, pour ceux qui sont déjà à la BFM le savent, la CAN a fait des merveilles avec la SMB l'année dernière. En tout cas, pour l'année 2023, les dividendes de 2023 qui ont été payés en 2024, c'était très intéressant parce que, ouais, ils ont eu la canne, ils ont explosé leurs bénéfices et c'était intéressant. Voilà. Vu que la SMB, c'est quoi, la Société multinationale de bitume, donc quand il y a de grandes infrastructures à réaliser, excusez-moi, c'est pas facile. Donc, quand il y a de grandes infrastructures à réaliser, ils s'en mettent plein les poches. Voilà. Et puis après, un autre exemple assez concret aussi, c'est quoi? C'est que quand on dit que le prix de l'électricité va augmenter de 10% en Côte d'Ivoire, il y a deux démarches à avoir, se plaindre sur le prix de l'électricité ou analyser et comprendre qu'en fait, si le prix de l'électricité augmente, c'est que la CIE va exploser son résultat. Et donc, ce qui est effectivement arrivé, la CIE a explosé son résultat lorsque les prix de l'électricité ont augmenté. Voilà. Donc, c'est un peu ça quand on dit d'analyser l'actualité, c'est de comprendre quel est l'impact sur le bénéfice des entreprises avec éventuellement pas impact négatif comme impact positif, hein. Par exemple, là, il y a eu la canne dans le cadre du SMB. Maintenant, la canne est finie. Quand vous avez la canne qui met votre chiffre d'affaires sur un piédestal très haut, après, qu'est-ce qui se passe? Bon, si, qui me fait grimper votre chiffre d'affaires. L'année suivante, où il n'y a plus de canne, qu'est-ce qui se passe? Nécessairement, le volume d'activité baisse et votre chiffre d'affaires baisse et aussi vos bénéfices baissent. Donc, voilà quoi. Donc, impact positif comme négatif, il faut analyser tout ça. Après, il y a ce qu'on appelle les indicateurs financiers de l'entreprise. Bon, on va voir quelques indicateurs, hein, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails d'interprétation et tout ça. On va voir juste quelque chose de superficiel pour que vous puissiez comprendre quelque chose d'accessible, pas de superficiel, mais accessible. Voilà ce que je veux dire. Donc, les indicateurs financiers, c'est quoi? C'est juste des ratios financiers. Donc, on va prendre un tel indicateur, on va le diviser par un autre pour obtenir un pourcentage pour interpréter et voir ce que ça donne. C'est tout ce que j'essaie de dire. Donc, quels sont ces indicateurs? Donc, premier, c'est le PER, deuxième, le PBR, troisième, le ROE. Ne vous n'ayez pas peur, je vais dire n'ayez pas peur des sigles. C'est juste de quoi indiquer très rapidement. Voilà. Donc, le PER, c'est quoi? Le PER, Le PER, c'est un indicateur. Bon, le sigle signifie, c'est un sigle anglais hein, qui signifie Price to Earning Ratio. Donc, comment est-ce que ça se dit? Comment est-ce qu'on l'interprète? À combien le marché valorise-t-il chaque unité de bénéfice réalisée par l'entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le PER, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser le montant, la capitalisation boursière par les bénéfices réalisés par l'entreprise. Donc, l'idée du PER, c'est quoi? C'est qu'on se dit, normalement, de la manière dont on valorise l'entreprise en bourse, ça devrait correspondre aux bénéfices qu'elle arrive à générer. Donc, on prend la capitalisation boursière et puis on divise par le bénéfice réalisé par l'entreprise. Donc, c'est pour ça que ça nous permet de voir justement, pour chaque 1 franc de bénéfice, comment est-ce que le marché valorise sur la bourse. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, le PES, c'est juste pour voir si l'action est sous-évaluée ou si elle est surévaluée. Parce que quoi, si moi je réalise 1 franc de bénéfice et que pour 1 franc de bénéfice, on est à 2 francs, alors que mes autres amis, quand je dis mes autres amis, c'est que les autres entreprises qui sont dans le même secteur d'activité que moi, hein. Donc les entreprises qui sont dans le même secteur d'activité que moi, quand elles réalisent, pardon, 1 franc de bénéfice, c'est valorisé sur le marché à 5 francs. Ça veut dire que moi, je suis loin du compte, OK? Ça veut dire que moi, j'ai encore des progrès à faire. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que les entreprises qui ont un PER faible dans le secteur d'activité auront une propension à augmenter leur valeur boursière. Pourquoi? Parce qu'elles sont sous-évaluées. Donc, si le PER est faible, ça veut dire que l'entreprise est sous-évaluée. Donc, nous, on va chercher des entreprises qui ont un PER faible parce que, en général, c'est quoi? C'est que si le PER il est faible, l'entreprise va tendre vers un PER qui est beaucoup plus normal. Donc, il va falloir que la capitalisation boursière augmente. Donc, si la capitalisation boursière doit augmenter, ça veut dire que le prix de l'action va augmenter. Voilà. Donc, c'est un peu ça. PER, on cherche un PER qui est faible. Le PBR, Price to Book Ratio, c'est quoi? Le marché valorise-t-il l'entreprise au-dessus ou en dessous
de la valeur de ses actifs comptables. C'est quoi? Ici, simplement, on va diviser la capitalisation boursière par les actifs nets comptables. C'est tout. Donc, quand vous prenez le bilan de l'entreprise, vous partez chercher les actifs nets comptables, vous divisez la capitalisation boursière par cela. Et puis, vous allez voir, donc, le PBER, s'il est faible aussi, vous achetez. Tout à l'heure, on va voir les critères de choix. Et puis, on a le return on equity. Donc, quelle est la rentabilité générée par l'entreprise à partir de l'argent investi par ses actionnaires? Donc, ici, une forme de taux de rentabilité, hein, comme on dit, un return on equity. Donc, c'est les equity, c'est quoi? C'est les fonds propres. OK, vous allez diviser par les bénéfices par les fonds propres pour voir ce que ça donne. Donc, critères de choix. Pour le PER, on va prendre les PER qui sont inférieurs à la moyenne du secteur. Donc, si vous prenez une entreprise, vous regardez son secteur d'activité, vous calculez son PER, vous allez le diviser, vous allez le comparer à la moyenne du secteur, OK? Mais tout ça, ce n'est pas un calcul que vous êtes obligé de faire vous-même parce que, en général, ce sont des indicateurs qui sont disponibles sur les rapports boursiers. Il y a un document qu'on appelle le BOC, OK? J'espère que je vais arriver à écrire directement ici en activant le stylo. Donc, il y a un document qu'on appelle le BOC. Donc, bulletin officiel de la cote, bulletin officiel de la cote. Donc, le BOC, en fait, c'est un bulletin qui est publié par la BRVM qui synthétise, en fait, comment le marché a évolué. Donc, toutes les séances de cotation. Donc, vous pouvez l'observer. Principalement, dans le BOC, vous aurez le PER. Bon, le return on equity, pas nécessairement, le PBR non plus, mais vous aurez le PER. Donc, au moins dans le box, vous pouvez voir le PER pour voir aussi la moyenne du secteur. Pour le PBR, lorsqu'il est inférieur à 1, c'est l'idéal. Donc, le price to book ratio. Et puis après, vous avez le return on equity. Donc, ça doit être supérieur aussi à la moyenne du secteur. Parce que si on est dans un secteur où le retour sur les fonds propres, hein, des entreprises dans le secteur est à 10% et que vous, pour vous, est à 5%, vous voyez que c'est pas normal. Donc, il faut être au-dessus de la moyenne du secteur. Quand on parle des indicateurs, il faut chercher la moyenne du secteur. Ce sont des indicateurs qui n'ont pas des valeurs de référence fixes, en fait. Voilà, comme par exemple le PBR. Donc, voilà un peu. Ce que j'aimerais dire après ça, c'est juste vous réitérer la citation de Warren Buffett. Il n'y a pas de son. Ah ouais? Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui m'entendent. Si vous m'entendez, écrivez, hein, sinon, il n'y a rien particulièrement qui dit qu'il n'y a pas de son. Je ne sais pas. Euh, je suppose que c'est la personne qui a un problème. Ah, ok. Donc, c'est que c'est Ilyasu Ouattara. C'est à vous de voir de votre côté. Sinon, ici, il y a le son. Ok. Donc, juste pour terminer, j'aimerais vous réitérer en fait cette citation de Warren Buffett qui dit en fait le marché boursier est conçu pour transférer l'argent de l'actif au patient. Juste pour vous dire que quand on est à la bourse, particulièrement et surtout à la BRVM, c'est pas la peine de s'agiter. Voilà. Donc, c'est vrai que vous avez regardé, vous allez voir dans les films, sur YouTube en particulier, hein, il y a cette euphorie pour dire les marchés financiers, la bourse. L'autre va dire que j'ai réalisé tant en une journée. Bon, enfin, ça, c'est du volontarisme, c'est du marketing, c'est des racontars. La réalité est beaucoup plus complexe, c'est que faut être patient et il faut investir normalement comme quelqu'un qui investirait dans l'immobilier, comme quelqu'un qui investirait dans un projet long terme. À la bourse, c'est pareil. Il faut investir avec une perspective long terme pour espérer réaliser quelque chose d'intéressant. Et Warren Buffett, en fait, un jour, on lui a posé une question, on lui a demandé, parce qu'il disait que le marché financier est simple, vous voyez. Puis quelqu'un lui a demandé, mais si c'est aussi simple, pourquoi les autres personnes n'arrivent pas à s'enrichir comme vous? Il a répondu, c'est parce qu'ils sont trop pressés, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai, il faut investir, mais il ne faut pas être trop pressé. Il faut avoir de la patience et avoir une perspective long terme pour pouvoir mieux investir. Donc, je vais m'arrêter là et je vais prendre quelques questions. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Jusque-là, il n'y a pas de questions en suspens. Donc, la principale question, c'est de savoir si ça sera enregistré ou pas. Donc, je vous ai dit, hein, on est en train d'enregistrer. OK? Le webinaire, il est enregistré. Donc, là, je regarde dans le chat. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Je vois pas de question. J'attends. OK. J'aimerais savoir, on peut investir à partir de combien? Alors, ça, c'est une question aussi qui revient assez souvent. Euh, bon, quand vous allez contacter votre SGI, il y a un montant minimum requis par la SGI. Bon, je ne sais pas s'ils ont publié ce montant-là sur la plateforme de la BFVM, mais ce que je sais, c'est que les SGI ont un montant minimum qu'il faut avoir. Bon, le plus bas montant que je connais, c'est 100 000. OK? C'est 100 000 et c'est au niveau de Brick Securities. Bon, le reste, je n'ai pas principalement d'idées, hein. Sinon, il y a des SG qui demandent au moins 2 millions, au moins 1,5 million. Il y en a qui demandent au moins 300 000. Donc, ça varie en fait. Voilà. J'ai un groupe d'investissement et on veut ouvrir un compte titre avec 500K. Quel SGI pouvez-vous nous proposer pour un débutant? Bon, écoutez, moi, comment vous dire ça? J'ai envie de dire que les SGI se valent, hein. Sur le marché financier de l'UEMOA, les SGI se valent. La différence va se situer comment on appelle ça, le service client. Voilà. C'est que quand vous écrivez un mail, est-ce qu'ils vous répondent? Quand vous posez une préoccupation, est-ce qu'ils vous répondent, etc. Donc, c'est principalement ça. Euh, Donc, les SGI Cébal, franchement, si vous me demandez quel SGI moi j'utilise, bon, j'ai pas envie de faire de publicité non plus, mais en tout cas, moi j'utilise Bouygues Securities et je trouve qu'ils sont assez intéressants. Donc, voilà, c'est à vous de voir. Vous partez sur le site de la BRVM, vous les contactez. La SG qui répond le plus vite va être. Et puis après, je crois que je vais même faire un sondage là-dessus parce que chaque fois la question revient, quel SG vous nous recommandez, tout ça. Donc, promis, on va faire un petit sondage à notre niveau pour voir quelle est la meilleure SGI et puis communiquer dessus. En termes de service client, parce que ce sera le principal aspect. Le reste là, je trouve que, bon, voilà. En termes techniques, je trouve que les SGI se valent parce qu'elles toutes, elles publient quasiment des récapitulatifs hebdomadaires, et journaliers. Donc, voilà. Merci, coach, pour tout. Je voudrais que vous nous parliez des stratégies d'investissement. Alors, stratégie d'investissement. Ben, comment on dit, les stratégies d'investissement, il n'y a pas une stratégie de fixe, il n'y a pas une stratégie de figée. OK? Donc, c'est à vous, en fait, de savoir quand est-ce que vous investissez, quand est-ce que vous n'investissez pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous devez, un, avoir de la patience. Deux, vous devez avoir des règles de gestion de votre argent quand vous investissez en bourse. Donc, c'est-à-dire, quand vous arrivez à la bourse, vous dites, je veux investir, mais voici les règles que je vais suivre. Numéro un, je ne vais pas mettre, par exemple, plus de 20% de mon capital sur une même action. OK? Ce qui est très intéressant. Numéro deux, je dois investir au moins dans trois secteurs d'activité différents. Numéro trois, voilà. Donc, des règles comme ça, de petites règles qui vont vous permettre, qu'on appelle des règles de diversification, qui vont vous permettre de vous protéger au max. Parce que si vous investissez tout sur une seule entreprise et que demain l'entreprise commence à baisser, vous allez paniquer et puis vous allez perdre de l'argent, OK? Alors que quand vous investissez sur plusieurs entreprises, il y a des entreprises qui peuvent baisser, il y a d'autres qui peuvent augmenter, mais globalement, votre portefeuille peut être rentable. Maintenant, pour choisir les actions, donc, parce que quand on parle de stratégie, c'est ça, il faut avoir des critères de choix des actions. Donc, c'est vrai que je vous ai présenté des indicateurs tout à l'heure, mais il y a un ensemble que vous pouvez constituer, ce qui va être votre stratégie. Parce que quand on parle de stratégie d'investissement, c'est à la fois les règles de money management, donc les règles de gestion de votre argent sur le marché financier, et puis les critères qui vous permettent de choisir une action ou une obligation ou de ne pas choisir une action ou une obligation. Maintenant, quand on parle de critères de choix, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle l'analyse technique, donc ce que vous allez observer les graphiques, comment est-ce que les graphiques évoluent. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc, l'analyse fondamentale, ça, c'est ce que je vous ai partagé tout à l'heure. Observer les indicateurs fondamentaux des entreprises
Et puis, sur ces indicateurs fondamentaux-là, décider d'investir ou pas. Donc, peut-être, ce que je peux vous dire, c'est juste d'approfondir les deux, trois indicateurs que je vous ai présentés, le PER, le PBR. Vous pouvez facilement retrouver sur Internet ou même sur ChatGPT. Il faut juste lui demander c'est quoi le PBR, c'est quoi le PER, c'est quoi le... Il va bien vous expliquer en profondeur et vous dire les niveaux, quelques niveaux bon, pour le PBR, un niveau qui est intéressant. Et puis, bon, le reste, la moyenne des secteurs d'activité des entreprises. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si vous voulez approfondir pour savoir comment est-ce que vous allez rédiger de façon claire votre propre stratégie, bah, rejoignez un de nos programmes de coaching. Merci, coach, pour les informations. Ma question, est-il possible d'ouvrir un compte titre dans différents SGI? Oui, bien sûr. C'est comme les comptes que vous avez, les comptes classiques là, les comptes d'épargne, les comptes courants, etc. Vous pouvez ouvrir plusieurs comptes. Pouvez-vous donner un exemple sur le choix d'une entreprise sur laquelle on peut investir en fonction des trois critères indiqués? Bah, ça va rallonger le webinaire parce que je vais devoir quoi, ouvrir la liste des entreprises. Moi ce que vous devez savoir, je ne vais pas partager maintenant parce que bah, c'est confidentiel, mais j'ai un fichier qui, à mon niveau, me permet de synthétiser tout ça, c'est-à-dire j'ai les indicateurs qui m'intéressent, OK? Donc, ces indicateurs-là, par exemple, dans le cas de ce que j'ai pris, si vous parlez par exemple le PER, le PBR et le ROE, j'ai ces indicateurs-là. Et puis, je calcule pour chaque entreprise, les entreprises qui m'intéressent. Et puis, quand je finis, je fais un classement avec une petite pondération et ça me donne les entreprises sur lesquelles je vais investir. Donc, si vous voulez un exemple, bon, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire maintenant, mais bon, si vous êtes sur notre plateforme d'échange, peut-être qu'un de ces quatre, vous allez voir passer avec une capture d'écran, parce que souvent je fais des captures d'écran. Pour un débutant, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez revenir dans le chat et mettre juste une question. Normalement, on est censé finir une, dans quelques dizaines de minutes. Donc, pour un budget de 100 000 francs pour un débutant, quel type d'investissement vous conseillez? Bon, peut-être que je n'ai pas fait de disclaimer dès le début du webinaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas faire de conseils en investissement, OK? Donc, je ne peux pas vous conseiller des actifs. C'est justement la raison pour laquelle j'essaie de fuir un peu la question de la personne qui m'a demandé de faire un exemple pour savoir sur quelles entreprises, parce que je sais que ce que sa question cache, c'est de savoir c'est quelle entreprise ce gars-là, il peut me conseiller. Donc, je ne fais pas, non, je ne fais pas de conseil en investissement parce que pour faire du conseil en investissement, il faut avoir un agrément. Et je n'ai pas d'agrément pour vous conseiller ou pas des entreprises sur lesquelles investir. En revanche, je peux donner mon avis sur des entreprises, OK? Mais pourquoi est-ce que je ferais ça quand vous avez les outils nécessaires pour essayer de choisir par vous-même? Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que je trouve qu'il y a des secteurs d'activité à la BRVM qui sont des secteurs qui ont un quasi-monopole et où les entreprises ont l'habitude de réaliser des bénéfices assez intéressants, notamment le secteur financier. Donc, quand vous allez à la BRVM, les entreprises qui sont dans la finance, principalement les banques, regardez-les, elles ont l'habitude de réaliser de bénéfices intéressants et de partager des dividendes intéressants. Et puis après, il y a le secteur service public aussi, parce que quand vous prenez service public, quoi, vous allez avoir quoi, CIE, SODECI, Orange. Donc, vous voyez que ce sont des entreprises qui quand même sont bien implantées, etc. Voilà. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir des SGI ailleurs également en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Donc, quand vous passez sur la page de la bon, je ne sais pas, dans ailleurs, qu'est-ce que vous mettez? Si vous voulez parler d'autres pays qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, je vais dire d'autres pays de la zone UEMOA, oui, c'est possible parce que vous avez vu le Bénin, le Sénégal, hein, même le Burkina. Je crois que tous les pays représentés ont au moins une SGI, je crois bien. Maintenant, si vous voulez parler de ailleurs, dans, en termes de à l'intérieur du pays, je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il y a des SGI représentés à l'intérieur du pays. Peut-on faire un cas pratique avec une entreprise où on va calculer le PER, le PBR? Bon. Que devient la BRVM et les actions des clients si lui et moi venaient à disparaître?
Bon, écoutez, je crois que je vais prendre la question du gars qui demande un exemple là. Il a demandé quoi? PER et PBR. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Je vais juste essayer de prendre une entreprise et puis on va calculer le PBR et le PER. OK. C'est quoi le PER, le PBR? D'accord. Donc, on va juste faire ces deux indicateurs. Bon, pourquoi pas faire un indicateur parce qu'il y a d'autres questions, hein. Il y a plusieurs questions. Donc, on va juste faire le PER. OK? Et puis, vous montrer comment est-ce que vous pouvez le retrouver. Parce que le PER, c'est quoi? Le PER, il a une formule. Le PER consiste simplement à diviser le bénéfice de l'entreprise, la capitalisation boursière de l'entreprise par le bénéfice réalisé par l'entreprise. Donc, je vais vous partager mon écran pour voir comment est-ce que vous pouvez faire ça. OK? Je vais vous partager ça. Donc, donc là, il y a le BOC, mais disons, vous voulez par exemple, bon, enfin, allons d'abord sur le site de la BRVM. OK? Donc, on est sur le site de la BRVM. On va prendre une entreprise comme ça. On va venir dans Accueil. Donc, quand on arrive dans Accueil, données, rapport de société cotée. OK? Rapport de cette société cotée, donc on va prendre une entreprise, je sais pas moi, comme j'ai parlé de banque, on va prendre BCC par exemple. J'ai vraiment choisi au hasard, ok? BCC, rapport d'activité troisième trimestre, comme on parle de PER, on va prendre l'état financier de 2023, les états financiers de 2023. Ok? Donc on cherche les états financiers de 2023, on va chercher le résultat net, d'accord? Résultat net ici, vous avez 16 694. 16 694, c'est libellé en quoi? Je crois que c'est en millions de francs CFA. Donc, il faut multiplier ces 16 694 par 1 million. Donc, ce qui va faire 16 milliards 694 millions. Donc, très rapidement, hein, c'est vrai que vous ne voyez pas mon écran partagé sur mon téléphone, mais je note déjà 16 milliards 694. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 694 millions. OK. Maintenant, j'ai une première information qui est le résultat net. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher maintenant la capitalisation boursière, OK, de BCC. Donc, pour chercher la capitalisation de BCC, c'est simple. Je viens ici, je vais regarder combien est-ce que combien est-ce que ça coûte? Donc, ça, le BOC, le document dont je vous ai parlé, c'est celui qui est là. Le bulletin officiel de la cote, en l'occurrence, celui du 13, donc le vendredi dernier. On va voir dedans, on va regarder à l'intérieur combien est-ce que... Bon, c'est vrai qu'à l'intérieur du BOC, il y a déjà le PER, hein. Il y a déjà le PER, comme vous pouvez le voir ici. Mais on va rechercher BCC, par exemple. BCC, j'ai du mal à retrouver, hein. Voilà, voici BCC. Donc, BCC fait 13 800. OK? BCC fait 13 800. Donc, c'est 13 800. Vous devez multiplier par le nombre total d'actions. Donc, attendez, je vais voir si. Donc, cours précédent, cours vertus, séance de cotation, volume, valeur. Voilà, donc valeur. Ici, dans cette colonne-là, vous avez en fait la capitalisation boursière. Donc, on va descendre sur côté BCC pour voir. Donc, côté BCC. Ça fait 302 975. Donc, vous prenez de l'autre côté la capitalisation, comment on appelle ça, le résultat net. Ici, vous prenez la capitalisation, donc vous divisez le résultat net par la capitalisation et ça vous donne le PER. Maintenant, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de calculer. En tout cas, pour le PER, vous n'êtes pas obligé de calculer parce que regardez ici, vous avez déjà le PER qui est calculé. Sinon, c'est bien ce que j'allais faire pour vous, mais étant donné que c'est déjà là, pourquoi s'embrouiller? Donc, BCC. Regardez là, le PER, il est de 13,78%. Donc 3,78, pas pour cent, c'est pas un pourcentage, 13,78. Maintenant, s'il est de 13,78 et que je dis qu'il faut comparer à la moyenne du secteur,
BCC est dans le secteur finance, donc BRVM Finance ici. Donc, vous voyez ici PER moyen. Voici le PER, voici la moyenne. Secteur finance, on est à 6,36. Donc, l'interprétation, c'est que le PER de BCC est bien au-delà de la moyenne du secteur. Bon, est-ce que ça veut dire l'action va baisser? Pas nécessairement. Il faut compléter avec d'autres analyses telles que le PBR et tout. Mais vous savez au moins comment est-ce qu'on retrouve les données. Voilà, pour retrouver les données, on prend les rapports des entreprises et puis si on regarde aussi le BOC, on peut les avoir. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Je vais revenir à ça. Il y a d'autres questions. Normalement, on est censé finir au max à 30, hein, donc au maximum à 30. Donc, je vais prendre des questions pour partir rapidement. Maintenant, pour la personne qui a parlé de... Pour la personne qui a parlé de UMOA, c'est ça que je cherche. Merci que je peux ma question. Est-il possible? Trois critères pour un budget de... Bonsoir. Est-ce que je peux avoir les SGI ailleurs? OK. Après exemple. OK. Que devient la BFM? OK. Bon, pour être assez franc, donc sa question de Joseph Tadjo, c'est quoi? Que devient la BFM et les actions des clients si lui et moi venaient à disparaître? Donc, d'abord, pourquoi lui et moi va disparaître? Je n'en ai aucune idée, franchement. Donc, une institution telle que l'UEMOA ne disparaît pas du jour au lendemain. Donc, eux-mêmes, plutôt que de disparaître, il faut juste envisager que l'UEMOA est en phase de fusionner avec les autres pays de la sous-région ouest-africaine, notamment quand la CEDEAO, OK? Bon, parce qu'on parle d'union monétaire. Donc, si jamais la CEDEAO décide de s'intégrer et que avec cette intégration, on est en phase d'obtenir une même monnaie, il y a de fortes chances que la BRVM fusionne avec les bourses du Nigeria, du Ghana et de ces pays, en fait. Donc, est-ce que je n'aime pas, je sais pas comment prendre en fait l'hypothèse même de la disparition de l'UEMOA en fait, parce que c'est une institution qui regroupe plusieurs États et qui ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Mais pour être tout à fait franc, moi, j'ai pas vu de cas où un marché a complètement disparu, donc je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Voilà, je ne peux pas vous dire que si jamais l'UEMOA doit disparaître, voici ce qui va se passer, parce que j'ai jamais vu ce cas-là. Même ailleurs, dans d'autres pays, j'ai pas encore vu. euh, un marché boursier disparaître et encore plus encore, j'ai dit encore plus encore, mais je dis et plus encore, euh, une organisation, une institution comme l'UEMOA qui va disparaître, quoi. Voilà. Et puis après, si vous faites référence au contexte qu'on a avec les pays de l'AES, par exemple, euh, dans des organisations, il y a des pays qui vont, il y a des pays qui viennent. Donc, c'est pas qu'une sortie, en fait, de l'UEMOA ou par exemple, une sortie de l'UEMOA ou de la CEDEAO va créer nécessairement une disparition de cette organisation. Voilà. Pouvez-vous nous indiquer trois entreprises sur lesquelles investir 2000 en 2025 sur le long terme? Non, je ne peux pas vous indiquer d'entreprise parce que je fais pas du conseil en investissement. Personnellement, j'ai décidé de ne plus m'aligner sur les actions car je pourrais trop. J'ai décidé d'aller sur les obligations. J'espère que c'est un bon choix, coach. Bah, ça dépend de vous. C'est un bon choix si vous ne voulez pas perdre. Bien évidemment, vous voulez limiter les risques parce que en finance, le risque vient avec la rentabilité. Plus vous gagnez de l'argent, plus c'est risqué. Donc, je suis d'accord avec vous que les actions, c'est plus risqué que les obligations. Donc, si vous trouvez que vous n'avez pas le temps pour analyser les actions comme il faut et que vous voulez aller sur les obligations, bah, c'est votre choix. Sauf que sur les obligations, vous n'allez pas gagner autant que vous pouvez gagner sur les actions. En tout cas, pour quelqu'un qui investit bien. Donc, si vous voulez savoir comment on fait, bah, tout à l'heure, j'aurai une solution pour vous. Avons-nous la possibilité de réintégrer chaque année notre coupon durant le long de la période d'une obligation? Bien sûr, parce que l'obligation est cotée. Donc, étant donné que l'obligation est cotée, si vous recevez le coupon, vous pouvez l'utiliser pour acheter de nouvelles obligations. Au niveau de la rentabilité, comment ça se déroule? À savoir, le bénéfice est-il annuel, trimestriel ou semestriel? C'est annuel. Les entreprises cotées sont obligées de publier des résultats, leur évolution de façon semestrielle ou trimestrielle. Donc, les entreprises cotées sont obligées de publier. C'est pourquoi les entreprises qui font de la mafia n'aiment pas trop se faire coter en bourse parce qu'ils sont obligés d'être transparents.
Donc, la transparence est exigée et c'est l'AMF-UMOA, justement, l'AMF-UMOA, pardon, qui se charge de contrôler cela, donc qui est le gendarme de la bourse, qui se charge de que les entreprises publient effectivement leurs états financiers. Et récemment, il n'y a pas trop longtemps, il y a Solibra qui a été sanctionné pour ne pas avoir publié ses états financiers. Donc, dans les délais requis, je vais dire. Donc, voilà, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rapports sont publiés de façon semestrielle ou trimestrielle, mais les résultats sont annuels. Donc, les dividendes sont annuels, les, les calculs de rendement sont annuels. Donc, j'espère qu'il a bien répondu. Est-ce qu'on peut réellement se faire de l'argent en bourse en optant pour une gestion assistée? Cas où la SGI, ouais, je connais bien la gestion assistée. La gestion assistée, c'est quand vous décidez que la SGI gère pour vous. Pourquoi pas? Ça dépend de la performance des traders de la SGI en question. Donc, je pense que, de mon point de vue, en tant que société commerciale, elles ont tout intérêt à avoir une bonne réputation. Et pour avoir une bonne réputation, il faut réaliser de bons résultats. Donc, normalement, les traders des entreprises cotées sont censés réaliser beaucoup d'argent pour leurs investisseurs. Mais il se trouve que le problème, c'est quoi? Quand vous trouvez que c'est pas assez, quand vous faites de la gestion sous-assistée, le problème, c'est quoi? C'est que les bénéfices, que vous réalisez des bénéfices ou pas, si vous êtes en gestion assistée, la SGI va prendre des frais de gestion en fait de compte. Donc, bon, c'est vrai que nous qui ne sommes pas en gestion assistée, qui sommes en gestion libre, on nous prélève des frais. Mais si vous êtes en gestion assistée, on va vous prélever plus parce que vous avez des personnes qui sont censées investir votre argent pour vous. Il faut payer ces personnes. Donc, c'est sur votre argent qu'ils qu'ils vont prélever. Donc, c'est possible de se faire de l'argent, mais ça ne sera pas autant comme quelqu'un qui est bon et qui est en gestion libre. Sur quel site on peut voir l'évolution d'une action sur 5 ans? Il y a le site de sikafinance.com et le site de la BRVM. Peut-on en avoir le support en PDF? Bon, je ne sais pas si je vais vous partager, hein. Ce que je sais, c'est que je peux vous partager. Je n'ai pas suivi le début du webinaire, du coup, je ne sais pas si vous avez parlé, mais ma question est la suivante. Comment savoir pour un débutant sur quelle entreprise investir? Bah, c'est ce que j'ai dit, hein. Il y a des critères de choix. Il faut analyser les indicateurs que j'ai présentés, le PER, le PBR, le rendement, le dividend yield, par exemple. Bon, je ne vous ai pas présenté tous les indicateurs pour être tout à fait honnête. Il y en a beaucoup d'autres. Mais pour savoir si une entreprise est bonne ou pas, principalement la BFM, considérer le rendement, donc le paiement des dividendes. Régression de l'action sur Libra. Bon, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire par là. Est-ce qu'on a la possibilité de retirer de l'argent? Et est-ce que les entreprises, par mauvaise foi, bon, peut-être que vous avez voulu écrire de mauvaise foi, ne peuvent pas nous donner de fausses informations? Bon, par mauvaise foi, ok, je comprends, sur leurs états financiers par moment. Bon, c'est illégal de faire ça. C'est illégal que les entreprises décident de publier euh, des états financiers qui ne sont pas justes. Euh, Ouais, ça peut arriver, mais il faut savoir que c'est illégal. Et si l'AMF s'en rend compte, cette entreprise sera sanctionnée. Non, bon, enfin, moi, j'ai pas encore eu de cas d'une entreprise qui a publié de faux états financiers. Il y a des entreprises à la BRVM qui réalisent de comptes performance et même des pertes, en fait. Voilà. Donc, j'ai oublié un peu le nom de ces entreprises. Donc, je ne vais pas donner parce que une entreprise qui réalise ne peut pas donner le nom et puis tu vas te tromper. Donc, c'est pas très glamour. Mais il y a des entreprises qui réalisent des pertes, mais malgré la perte, publient leurs états financiers parce elles sont tenues de publier leurs états financiers. Avec la perte, ça crée ce que ça crée sur le cours de l'action, mais c'est nécessaire. Maintenant, est-ce qu'on peut retirer de l'argent? Quand vous voulez dire, est-ce que si vous investissez en bourse, vous pouvez retirer? Oui, vous pouvez retirer. Il faut juste faire un avis à votre SGI, mais il faut que l'argent soit liquide. Euh, si vous avez de l'argent investi sur des actions, il faut vendre ces actions pour que ça passe en liquidité. Quand ça passe en liquidité, vous faites un mail à votre SG pour dire que vous voulez retirer de l'argent avec un RIB et puis vont virer l'argent sur ce RIB. Le coût de l'action de Solibra était monté mais depuis un mois, l'action est autour de 13 000. Bon, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire par là. Donc voilà, j'ai parcouru un peu les questions qu'il y avait dans le chat. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Maintenant, voilà. Pour les personnes qui me demandent comment aller plus loin, si vous voulez aller vraiment, vraiment très, très loin dans l'investissement boursier, donc nous, on aura un programme de coaching pour les personnes qui veulent débuter et aller un peu en profondeur, savoir comment effectivement faire de l'argent. Par exemple, la personne qui passe des actions aux obligations, c'est sûr et certain que c'est un problème de compétence.
Donc, si vous savez investir, vous voulez savoir comment investir votre argent efficacement sur les marchés financiers de l'UEMOA, on a un programme du 15 février au 15 mars 2025. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est qu'on va parler de comment est-ce qu'on investit sur les actions et les obligations. On va voir les fonds communs de placement. Les fonds communs de placement, on n'en a pas parlé au cours de ce webinaire, mais c'est des produits qui peuvent être assez intéressants. Parce que, par exemple, si vous voulez investir sur des actions, mais que vous n'avez pas le temps, OK, pour gérer, vous pouvez vous adresser à des FCP, donc les fonds communs de placement, qui sont des produits financiers qui peuvent en fait vous permettre d'investir sur des actions et puis de bénéficier d'un retour sur investissement qui est annuel. Voilà. Donc, c'est très simple. On va voir comment est-ce que vous pouvez investir dessus et comment choisir parce qu'il y en a plusieurs à la BR, qui sont à la BRVM. Aussi, on va voir les bons du trésor. Quand on parle de bons du trésor, c'est quoi? C'est que bon, ça, c'est pas sur le marché de la BRVM, c'est sur un marché qu'on appelle UMOA titre. C'est quoi? C'est qu'il y a le trésor public et puis les autres États de l'UMOA qui souvent ont besoin de l'argent rapidement. Donc, en général, ce marché peut être aussi intéressant si vous avez un capital un peu élevé parce que c'est un peu comme des obligations, même pas un peu. Ça fonctionne exactement comme les obligations, sauf que c'est sur le court terme. Donc, c'est sur ce qu'on appelle le marché monétaire. C'est sur le court terme, donc ça ne va pas dépasser un an. Alors que quand vous investissez sur une obligation, vous êtes obligé d'attendre peut-être 3 ans, 5 ans. Mais là, si vous investissez, vous êtes sur des horizons très, très courts, moins d'un an, 12 mois, 3 mois, 6 mois, vous voyez. Ah, et puis, les taux d'intérêt peuvent aussi être intéressants. Donc, à peu près les mêmes taux d'intérêt que les obligations. Vous voyez qu'une obligation qui va durer 3 ans, si le mot de remboursement n'est pas le remboursement in fine, même si vous prenez 7%, c'est-à-dire que votre capital qui est auprès de l'émetteur va diminuer au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure qu'on vous rembourse, les coupons que vous percevez diminuent. Au fur et à mesure qu'on vous rembourse, les coupons que vous percevez diminuent. Alors que si c'est sur 12 mois, pour les bons du trésor, vous allez voir que vous avez 6,8% sur les 6,6%, 7% sur les 12 mois. Ça peut être assez intéressant. Donc, l'ensemble de ces produits-là, on va les voir pour savoir comment est-ce que si vous voulez, vous faites le choix des marchés financiers et des produits financiers, ce que je veux dire, pas des marchés financiers. Mais si vous faites le choix d'investir sur des produits financiers, quelle est la meilleure démarche à avoir? Donc, euh, le 15 février. Donc, si ce programme-là vous intéresse, je sais pas, je mets juste un lien WhatsApp dans le chat. Il faut juste nous envoyer un message. PS, le numéro que je suis en train de mettre dans le chat n'est pas un numéro d'appel. D'ailleurs, même c'est un lien lié au WhatsApp. C'est pas un numéro d'appel. Il ne faut pas espérer appeler et m'avoir sur ce numéro. C'est juste un numéro WhatsApp. Donc, je mets wa.me/2250500947579. Donc, si vous appelez que ça décroche ce numéro, c'est vraiment pas miracle parce qu'en général, c'est pas un numéro d'appel. Donc, il faut juste envoyer un message WhatsApp sur ce numéro. Je mets sans le lien là. Peut-être qu'il faut mettre HTTPS pour que ça puisse considérer comme si c'est un lien. Voilà. Donc, je vous mets ça. Donc, voilà. Au cours de ce programme, c'est ce qu'on va faire. Donc là, c'est vraiment, vraiment... voilà. Donc, le lien passe bien. Je suppose que ça va bien passer. Donc, c'est vraiment, vraiment pour les personnes qui ont un capital un peu important. Donc, c'est pas pour tout le monde, hein. Voilà. Les débutants niveau zéro, là. Je vais dire en termes de connaissances, si vous êtes débutant niveau zéro, venez, on va vous prendre de zéro pour vous amener à un niveau acceptable, de sorte que vous puissiez investir. Mais je vais dire, si votre capital n'atteint pas au moins 1 million, bon, le programme là ne va pas être très performant pour vous, quoi, vu que nous, on prend en compte les actions, les obligations, les FCP, les bons du trésor et tout ça. Si votre capital n'atteint pas 1 million, je vous recommande comment on appelle ça? De vous entraîner avec les actions. Voilà, c'est vrai, vous allez perdre un peu, vous allez gagner un peu. Maintenant, c'est quoi la démarche? Si vous savez que vous êtes quelqu'un qui cotise, non, qui épargne, voilà, c'est le bon mot, qui épargne au fur et à mesure pour atteindre un certain niveau de capital, là, vous pouvez participer à ce programme. Donc, si vous savez que d'ici la fin de l'année 2025, vous avez un plan d'épargne qui va vous permettre d'atteindre au moins 1 million, vous devez absolument participer à ce programme parce que c'est pas l'idée, c'est pas que j'ai de l'argent stocké sur un compte et que maintenant je vais le prendre pour investir. C'est vrai, ça peut être le cas de plusieurs personnes, des gens qui ont des business cash flow ou même qui ont gardé de l'argent, qui ont thésaurisé de l'argent.
Vous pouvez prendre cet argent pour investir. Mais si vous c'est maintenant que vous allez avoir un plan d'épargne, ça peut aussi vous aider parce qu'on va voir comment est-ce que vous pouvez épargner au fur et à mesure, mais en investissant progressivement sur ces produits financiers-là. Donc, voilà, la participation, c'est 150 000 parce qu'il n'y a rien de gratuit. Comme vous pouvez le voir, c'est sur un mois de coaching entièrement dédié. Je serai là, on va partager tout ce qu'on sait sur ces marchés-là et j'espère que ça va bien pouvoir vous aider. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez des questions sur ce programme, je reste ouvert. Il faut juste nous écrire sur le WhatsApp que je viens de partager dans le chat. Sinon, si vous n'avez plus de questions, je n'ai que à vous remercier d'avoir participé à ce programme de coaching. J'ai été très, très ravi de vous partager cela. Merci d'avoir tenu votre engagement de participer à ce webinaire. Et puis, il faut voir qu'on est un dimanche soir. Vous aurez pu faire le choix de regarder une série, voilà, scroller sur les réseaux sociaux ou faire bien d'autres choses. Il y a bien d'autres activités intéressantes qu'on peut faire un dimanche soir. Mais vous avez bien voulu participer à ce webinaire pour approfondir ou bien pour avoir des connaissances supplémentaires, ce qui est intéressant. Donc, je vous félicite pour ça et je vous suis aussi reconnaissant d'avoir eu de la considération pour mon humble personne et d'avoir participé à ce webinaire. Donc, on va se dire à bientôt et j'espère vous revoir au cours d'autres séances comme celle-ci. Merci.